Le Mistral, la sécheresse, l'inconscience de jeunes voleurs de voitures, voilà en résumé les causes des incendies qui viennent encore de ravager, qui ravagent toujours le département du Var en 2 endroits au moins. 2 pompiers sont morts en combattant le sinistre sur les pentes du Mont Faron au-dessus de Toulon, tandis que plus à l'est, vers Fréjus, le village de la gare de Fresnay est encore cerné par les flammes. Plusieurs villas ont été détruites, le directeur d'un zoo a été obligé de lâcher dans la nature ses chevaux et ses daims, il y a 4000 hectares de pins calcinés. Ces images ont été prises par Alain Darchy qui a pu survoler hier soir le Mont Faron à bord d'un hydravion Catalina. Vous savez, ce sont ces avions qui déversent des tonnes d'eau sur les foyers d'incendie. Au-dessus de Toulon, le feu a pris sur 3 pentes boisées, donc dans la région du Mont Faron, et dans l'un des cas, au moins, au Revest, eh bien on sait pourquoi. Vers 13h hier après-midi, un témoin a vu une 4L, une voiture, s'arrêter dans un endroit désert. Il a vu ensuite 3 jeunes gens descendre de cette voiture et y mettre le feu. C'étaient des voleurs de voitures. Ils ont incendié leur véhicule, sans doute pour qu'on ne puisse pas l'identifier, et peut-être aussi pour faire disparaître leurs empreintes. Le feu s'est immédiatement propagé à des broussailles, le témoin a vainement essayé d'étouffer les flammes, et c'est là que vers 4 heures de l'après-midi, un camion de pompiers a été bloqué par les flammes et que 2 pompiers n'ont pas pu se dégager à temps. Ils sont morts, carbonisés. Un reportage de notre station de Marseille. On était habitué à voir des incendies l'été sur la route des vacances au détour d'un virage ou du bord d'une plage. Octobre, c'est généralement dans le Var la saison et le mois des vendanges. Mais hier, au plus fort des incendies, on se serait cru en juillet dernier, 14 sinistres en une journée, plus de 4000 hectares détruits. Le matin, dans les casernes, on est inquiet. On sait que le Mistral souffle par endroits à plus de 100 km/h et qu'il n'a pas plu depuis le mois de mars. 11 heures, c'est la naissance du plus important foyer sur les collines dominant la ville de Toulon. 3 jeunes gens volent une voiture, se dirigent vers le col de garde, abandonnent le véhicule après l'avoir incendié. La voiture communique alors le feu à la forêt. C'est ce que devait d'ailleurs déclarer un témoin en fin d'après-midi. Les flammes, très rapidement, gagneront les collines environnantes, détruiront plusieurs villas et 1800 hectares, blesseront 10 personnes et 2 pompiers périront dans l'incendie. Il est 15h30, sur la route du Broussan, des personnes affolées demandent aux sauveteurs de dégager des enfants qui, disent-ils, se trouvent dans une maison en flammes. 2 véhicules et 4 pompiers se dirigent sur les lieux. Le lieutenant Geff nous explique les suites dramatiques de cette intervention. Et ils sont partis avec les deux véhicules et ils ont fait quelques centaines de mètres et puis ils se sont trouvés d'un seul coup environnés par ce vent tourbillonnant, c'est de la flamme, les fumées. Et il n'y avait plus moyen de ni venir en arrière, ni partir en avant, ils ne voyaient plus où ils étaient. Alors ils ont laissé le véhicule et ils sont partis tâcher pour trouver un moyen de sortir de cet enfer, vous voyez. Alors sur 4 qu'ils étaient, un a réussi à prendre un véhicule qui passait le pompier et traverser les flammes. Les 3 autres se sont répartis dans la plaine, enfin dans la forêt, pour essayer de trouver un dégagement. Alors, sur les 3 qui restaient, un seul a réussi à gravir quelques rochers et se mettre à l'abri, derrière ces rochers, à l'abri de ces flammes et des fumées. Mais les 2 autres, ils n'ont pas pu aller plus loin. Ils ont dû certainement être suffoqués par la violence de la fumée. Ils n'ont pas pu respirer, ils sont tombés là et le feu est arrivé tout de suite. On devait apprendre par la suite qu'aucun enfant ne se trouvait dans cette maison. Ce matin, tous les foyers n'étaient pas circonscrits. À la Valette, les pompiers luttaient encore contre le sinistre. À la gare de Fresnay, au-dessus de Saint-Tropez, les causes de l'incendie ne sont pas connues. Mais il n'a pas plu depuis 3 mois dans cette région, et quand le Mistral souffle en rafale, eh bien, il dessèche l'atmosphère et la forêt s'enflamme à tout propos comme un morceau d'étoupe. Clair et pur sur la côte azuréenne proprement dite, le ciel est encore chargé vers l'intérieur où le Mistral et les feux poursuivent leurs ravages. Activés par de fortes rafales, les flammes vont de colline en forêt et dévorent avec une rapidité inouïe ce qui a été épargné des 12 000 hectares détruits au mois de juillet. Bien que la superficie soit moins importante, 4 000 hectares ce matin environ, ce sinistre d'automne est plus dramatique et dangereux pour les sauveteurs qui luttent dans des conditions épouvantablement dangereuses, un autre pompier ayant été blessé ce matin à la gare de Fresnay. C'est ce secteur qui demeure le plus critique car le foyer s'élargit et descend vers le sud en direction de Grimaud, menaçant la route départementale 75.
2 Canadaires, troupes, harkis et pompiers mènent une lutte très dure qui a permis une accalmie des autres foyers varois de Calian, Mons et Escragnol, où la reprise est considérée comme maîtrisée. Ce même vent, soufflant à 80 km/h, influe dans les Alpes-Maritimes sur le foyer de Saint-Césaire, où 10 centres luttent avec l'aide des Canadaires. Plus de 100 hectares ont brûlé, tandis qu'à Briançonnet, le feu progresse vers le nord et à Andoncaille, le sinistre est circonscrit. On signale également un incendie en Corse, à 6 km au nord de Bastia. Le village de Lavasina a dû être évacué en hâte cette nuit par une partie de ses habitants. Et là, le feu qui est attisé par un vent qui souffle à 100 km à l'heure progresse sur un front de 3 km environ. La météo n'est guère optimiste pour la Côte d'Azur et la Corse. Le Mistral va continuer à souffler toute la journée et les sauveteurs, les pompiers, vont donc devoir rester en état d'alerte. La politique, elle est encore dominée aujourd'hui par les affaires internationales et en particulier par le voyage du président Nixon en Europe. Le président américain a quitté Madrid ce matin à destination de Londres où l'attend le Premier ministre britannique, M. Edward Heath. Ce passage à Madrid du président Nixon aura été incontestablement un succès. Il y a eu des bains de foule, plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de Madrid, des toasts chaleureux échangés avec le général Franco. Nixon et Franco n'ont pas manqué une occasion de répéter que la présence américaine en Méditerranée était à leurs yeux essentielle au maintien de la paix en Europe. Or, l'Espagne constitue ce qu'on appelle le flanc occidental de la Méditerranée. La présence américaine en Europe et plus particulièrement en Espagne, ce sont évidemment et surtout des bases militaires, mais sur la côte et dans l'intérieur. Jean-Pierre Quittard. Depuis la signature d'un accord en septembre 1953, les États-Unis disposent en effet en Espagne de 4 bases. Vous les voyez en ce moment sur votre écran. 3 bases aériennes, Torrón, Torrejón et Saragosse, et une base aéronavale, Rota. Cette dernière est de loin la plus importante car depuis le printemps 1964, elle est devenue la seconde base de sous-marins nucléaires américains en Europe. Depuis cette date, en effet, elle abrite 8 submersibles porteurs de fusées Polaris. Rota, c'est également une base aérienne, véritable porte-avions de 2000 hectares, sur lesquels décollent, atterrissent et stationnent plusieurs centaines d'appareils de l'US Air Force, allant du petit avion de reconnaissance au bombardier stratégique. Mais Rota, c'est aussi une petite ville américaine de 10 000 habitants, avec ses maisons préfabriquées où se côtoient chaque jour militaires et civils. Le développement et l'extension de ces installations ont été accélérés depuis 2 ans et des sommes considérables y ont été investies. La présence de ces bases gigantesques a créé également pour la population espagnole un certain nombre d'emplois. Et l'on retrouve ici les problèmes qui se posent à Gibraltar. En outre, la présence militaire américaine en Espagne représente pour le général Franco un revenu annuel de plusieurs millions de dollars. 2 événements ont donné à ces bases une importance stratégique majeure. Le départ des Américains du Maroc en 1958 et plus récemment l'évacuation de la base américaine de Wellus en Libye. Depuis cette date, Rota est devenu le plus grand complexe aéronaval américain en Europe. Important dépôt de matériel, c'est aussi et surtout le centre des communications avec la 6e flotte. Des relations excellentes entre les Américains et les Espagnols dans l'ensemble, si l'on accepte l'incident qui s'est produit au-dessus du petit village andalou de Palomares le 17 janvier 1966. Ce jour-là, 2 bombardiers stratégiques se heurtent en plein vol et s'écrasent dans la campagne environnante. On apprend peu après qu'il y avait dans les soutes 4 bombes H. Des recherches sont immédiatement entreprises par l'armée américaine, ici avec le sous-marin Alvin, pour que la bombe soit retrouvée et rendue inoffensive. Cela n'ira pas sans quelques manifestations dirigées la plupart du temps par la Duchesse Rouge, Doña Medina Sidonia. Aujourd'hui, les bases américaines en Espagne sont en pleine activité et elles constituent l'élément le plus solide du système de défense installé par le Pentagone en Europe. En 1968, le gouvernement espagnol a voulu remplacer l'accord de 1953 par un traité de défense mutuelle. Finalement, le 6 août dernier, au terme d'une difficile négociation, Madrid et Washington signaient cet accord pour une convention d'amitié et de coopération. Les rues du Caire ont repris leur aspect habituel, mais la capitale égyptienne reste l'un des grands centres d'attraction de la politique internationale. En effet, il s'y déroule un assez étrange ballet de chefs d'État, de chefs de gouvernement, de diplomates qui tous s'interrogent en fait sur les suites de la mort du président Nasser. Et à ce petit jeu, le président du Conseil soviétique, M. Kosygin, est certainement l'un des plus actifs. Il rencontre aujourd'hui
le monsieur El Sadat, qui est le président du Conseil de la RAU par intérim, monsieur El Sadat qui doit réunir ensuite ce soir le comité exécutif de l'Union socialiste arabe, qui est l'organe suprême du parti unique égyptien. Et naturellement, une fois encore, il sera question de la succession de Nasser. Enfin, on parle de l'arrivée éventuelle au Caire du maréchal yougoslave Tito. Mais jeudi soir au Caire, au soir des obsèques du président Nasser, le chef d'État soudanais, Ghaffar Nimeri, a réuni les dirigeants arabes venus assister aux funérailles en un sommet inopiné pour étudier les perspectives et la politique de l'État égyptien après la disparition de son Raïs. Yasser Arafat, le chef du mouvement Al-Fatah, le colonel libyen Kadhafi, le président syrien Atassi et M. Boumedienne, le chef d'État algérien, pour n'en citer que quelques-uns, se sont engagés, je cite, à affronter plus efficacement l'impérialisme sous toutes ses formes jusqu'à la libération de chaque parcelle du territoire arabe, c'est-à-dire le Sinaï, le Golan, Jérusalem et toute la Palestine, ainsi qu'à poursuivre la politique du président Nasser. Il ne semble pas que les partenaires arabes aient évoqué ou aient pu se mettre d'accord sur l'attitude à adopter à l'égard du plan de paix américain Rogers et l'avenir de la mission Jaring. Quant au Premier ministre soviétique, M. Kosygin, ici aux obsèques du président Nasser, il poursuit son séjour au Caire et ses entretiens avec M. Al-Sadat, le président intérimaire égyptien, et il ressort que l'Union soviétique a assuré l'Égypte de son soutien permanent dans la lutte contre Israël. Et puis bien sûr, il y a toujours la situation en Jordanie, en Palestine, une situation toujours tendue entre les organisations palestiniennes et les autorités jordaniennes. Les Palestiniens, en effet, accusent les Jordaniens d'avoir arrêté un de leurs leaders, et aussi, ils rappellent que le gouvernement jordanien a proposé une somme importante, une récompense importante, près de 8 millions d'anciens francs, pour la capture du docteur Georges Habash, le chef du Front populaire de libération de la Palestine. Dans ces conditions, la tâche est très difficile pour l'homme qui est actuellement chargé d'essayer de faire appliquer l'accord entre Hussein et Arafat, le Premier ministre tunisien, M. Bahi Ladram. Jean Bertolino l'a interviewé à Amman. Quand nous sommes arrivés, le terrain était plus ou moins préparé parce qu'il y avait déjà cette commission militaire qui était sur place pour essayer de contrôler les événements, pour essayer, au besoin d'intervenir, pour arrêter les combats. Alors la grande difficulté, c'était de créer d'abord un climat, une espèce de confiance. Parce que la confiance, malheureusement, ne régnait pas au moment où j'étais arrivé. Alors je dois dire que dès le début, les premiers contacts ont été encourageants. Vous avez rencontré par exemple des membres du FDPLP et du FPLP? J'ai rencontré les membres les plus importants de toutes les tendances. Naïef Awatmeh, par exemple. Vous me pargnerez la peine de citer les noms. Étant donné ma position, je ne peux rien dire, n'est-ce pas? Mais je suis persuadé que je me suis trouvé en présence des responsables, des principaux responsables de toutes les tendances, qui m'ont affirmé qu'ils avaient pris toutes les dispositions pour que le cessez-le-feu soit respecté partout, sur tout le territoire. Maintenant, évidemment, il y a des gens, des tireurs isolés qui continuent à nous ennuyer, n'est-ce pas? En France, eh bien, c'est la trêve du week-end, après la mini-rentrée parlementaire d'hier. Néanmoins, il faut faire un peu le point des négociations dans le secteur public et nationalisé à propos des revalorisations de salaire. Vous savez que d'une façon générale, les syndicats se sont vus proposer une augmentation de 1% qui viendrait s'ajouter au 1er octobre aux augmentations déjà prévues, et ceci en raison de l'augmentation du coût de la vie. Chez les fonctionnaires, les syndicats estiment cette proposition insuffisante, mais ils ne se sont pas prononcés définitivement. Au charbonnage, ce 1% d'augmentation a été accepté par la CFTC, Force ouvrière, et la CGC, refusé par la CFDT et la CGT. Enfin, à la SNCF, tous les syndicats ont rejeté cette proposition et il doit y avoir une nouvelle rencontre avec la direction mardi prochain. Et puis, hier soir, il y a eu un petit événement. Monsieur Chaban-Delmas, le Premier ministre, est allé à Toulouse pour participer aux cérémonies, aux réjouissances qui marquent le 100e anniversaire d'un grand quotidien régional, La Dépêche du Midi. C'était important car cette Dépêche du Midi a toujours été un journal d'opposition depuis 1958. Elle n'a pas ménagé successivement le général de Gaulle ni M. Georges Pompidou. M. Chaban-Delmas a donc quelque peu surpris certains des membres de sa majorité en allant rendre hommage à La Dépêche du Midi, mais c'était pour mieux marquer, a-t-il dit, son attachement à la liberté de l'information. Je viens aussi en Premier ministre car le centenaire d'un grand journal régional tel que La Dépêche, ce centenaire est un événement qui déborde du cadre régional et qui est un événement national. Nous savons tous ici, les uns les autres, combien
la liberté de la presse, la liberté de l'information constituent un des éléments essentiels de la République, constituent un élément essentiel de la France, telle que nous la voulons. Et nous savons que dans ces conditions, lorsqu'un organe de presse atteint aux dimensions de celui-ci, un centenaire marque une étape, et une étape qui nous concerne tous. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici apporter à la présidente, directrice générale, apporter à ses collaborateurs, apporter à la Dépêche tout entière un témoignage dont elle comprend, j'en suis sûr, le sens, qui est le sens d'un combat que nous menons tous et toujours, chacun à sa manière, pour qu'en définitive, la France soit libre, indépendante, que l'on puisse y dire ce que l'on pense, y faire ce que l'on veut, et que si possible, la justice se répande toujours davantage. M. Chaban-Delmas ne va pas quitter le Sud-Ouest puisque cet après-midi, il inaugure à Bordeaux le Salon international de la radio et de la télévision. L'île Marseille, d'une seule traite par l'autoroute, c'était un vieux rêve, eh bien, il va devenir une réalité à partir de la fin de ce mois. En effet, les derniers travaux qui permettront aux automobilistes de traverser le Morvan sont achevés et je vous propose de regarder quelques images de ce tronçon Pouilly-Mâcon sur lequel vous roulerez bientôt. Pouilly, c'est Pouilly en Auxois. De Pouilly à Mâcon, il y a une centaine de kilomètres. C'était le dernier point noir sur la route de la Côte d'Azur. Et l'été dernier encore, on a connu dans cette région, sur la Nationale 7 ou la Nationale 6, des embouteillages mémorables qui atteignaient parfois 20 ou 25 kilomètres. Avec ce nouveau tronçon de l'autoroute, ce sera fini. Cela ne veut pas dire que l'autoroute Lille-Marseille n'aura plus un seul feu rouge. En fait, il en reste deux dans la traversée de Lyon, qui se fait par le tunnel de la Croix-Rousse et puis une voie urbaine, et il en reste deux également dans la traversée de Vienne. Mais là, ils ne resteront pas longtemps en place. En effet, on est en train de construire un toboggan qui sera ouvert à la circulation à la fin de l'année, pour le mois de décembre 1970. Et M. Georges Pompidou lui-même inaugurera le 29 octobre le nouveau tronçon de l'autoroute Pouilly-Mâcon, et c'est à ce moment-là qu'il sera ouvert au public. Georges Walter, il nous faut parler maintenant d'un procès qui s'est terminé hier à Bordeaux. Ce n'est pas que l'affaire soit tellement intéressante, en fait, elle tourne autour d'un règlement de compte entre truands marseillais, mais c'est tout de même un procès assez extraordinaire, car l'accusé a été acquitté alors qu'il proclamait lui-même son innocence. On peut dire que Jean-Roger Sénézy, c'est son nom, a tout fait pour essayer de convaincre les jurés de sa culpabilité, et la cour de Bordeaux ne l'a pas suivi. Je pense que nous allons voir quelques images de cette cour d'assises de Bordeaux. Vous connaissiez cette affaire? Oui, cette cour d'assises, évidemment, me rappelle le souvenir du procès Marie Bénard, il y a déjà une douzaine d'années. Et alors, dans cette affaire-là, il y a un homme qui clame son innocence et un autre sa culpabilité. On ne les croit ni l'un ni l'autre. Vous allez voir là dans un instant arriver ce Sénézy avec sa tête de boxeur un peu arriérée, n'est-ce pas, le voici. Et alors, que s'est-il passé? Eh bien, en octobre 1964, il y a une fusillade à Marseille, près du bar d'un nommé Cassandry. 2 hommes sont tués. Cassandry est condamné à 15 ans de réclusion criminelle par les assises d'Aix-en-Provence. Il est en prison depuis 5 ans. Et à ce moment-là, un condamné accuse par lettre un nommé Sénézy qui se trouve emprisonné pour usage de faux billets. Il avoue, mais il donne tant de précisions qu'on finit par ne pas le croire. Ce qui a permis à Maître Pollack, qui était aussi un des avocats de l'affaire Fauqueux ces jours-ci, de dire « C'est bien la première fois dans ma carrière que je vois un assassin obligé de prouver qu'il est bien l'auteur d'un crime qu'il a avoué. » Et alors, à Bordeaux, le drame de Sénézy a commencé, car l'accusation s'acharne à démontrer que l'accusé Sénézy est innocent. Lui, il s'acharne à proclamer qu'il est coupable. C'est vraiment la justice à l'envers. Le président Goguenard, n'est-ce pas, le désigne en disant « Mais vous voyez bien qu'il ne sait même pas se servir d'un revolver », n'est-ce pas, ce qui était presque injurieux pour lui. Alors, il y a eu des témoins qui ont dit « Mais non, on n'a jamais rien vu ». Il y a eu un témoin sourd comme un pot, et le dernier témoin, profession infirme, c'était un aveugle. Enfin, l'avocat général, très dur, a dit « Vous voulez être condamné ?
mais les charges sont bien minces, n'est-ce pas? Vous voyez la menace, et on a été très dur avec lui puisqu'on l'a acquitté. Alors pour comprendre tout de même, on peut se demander pourquoi Sénézy s'accusait lui-même ainsi. Oui, alors ça ne me le demandez pas, vous comprenez, ça c'est le secret de ces gens de ce milieu marseillais peu ragoûtant, n'est-ce pas, qui a fait cette affaire. Il s'agit de couvrir l'autre, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais enfin, cela dit, quelle que soit la qualité de ce milieu, il faut dire une chose, que ce n'est jamais une excuse pour qu'on ait trompé des policiers ou pour qu'on ait pu tromper des juges. Il y a tout de même quelqu'un, on est obligé de le dire, qui aura encore fait 2 ans de prison de trop s'il était innocent. Attention Georges Walter, on va encore vous accuser de critiquer la justice. Alors si on me dit que je critique la justice, j'en suis très content parce que je répondrai ce que le premier président de la Cour de cassation, c'est-à-dire le premier magistrat de France, a dit hier, quand il a dit « on sert la justice en dénonçant les ratés et les malfaçons du système, et ce n'est pas blasphémer que de reconnaître les difficultés d'aujourd'hui. » Alors vous voyez que nous n'avons pas blasphémé. Vous servez la justice, Georges Walter, bien sûr. Exactement. Patrick Chapuis, nous passons au sport. Vous avez eu 2 combats de boxe hier. Oui. Cerdan-Ménétré d'un côté, mais vous n'avez pas eu le combat que vous aimeriez voir, en fait. Oui, ce combat Cerdan-Ménétré, c'est le combat dont tout le monde rêve, mais Cerdan était de son côté à Bordeaux, où il a battu par KO le champion d'Autriche, Helmut Stary. Et au Palais des Sports de Paris, Roger Ménétré, lui, a aussi gagné par KO, encore beaucoup plus expéditif. Ménétré est en culotte blanche. Il mettait son titre de champion de France des welter devant le nordiste Guy Vercouter. Manifestement, Ménétré possède un punch redoutable. Il était pressé d'en finir. Il voulait faire oublier la piètre démonstration qu'il avait donnée sur ce même ring du Palais des Sports contre Dario Hidalgo. Malgré quelques réactions, Vercouter parut surtout soucieux d'éviter le combat. Regardez, il recule sans cesse devant Ménétré. Après 2 rounds en faveur de Ménétré, la 3e reprise fut partagée entre les 2 boxeurs. 4e reprise, c'est la dernière. Un premier direct du gauche et Vercouter se réfugie dans les cordes. Nouveau direct du gauche et Ménétré va expédier Vercouter au tapis pour 8 secondes. Et alors que le gong allait résonner, Ménétré va maintenant donner le coup de grâce avec une très très belle ardeur. Regardez bien, une série à la face, droite, gauche-gauche, et une droite pour finir. Vercouter restait allongé pour le compte. Ménétré conserve donc son titre de champion de France des welter. Il rêve maintenant au titre européen. Le 31 octobre, il doit rencontrer l'Allemand Klein. Et le 13 novembre à Genève, il sera opposé à l'ancienne vedette Angel Garcia. Mais hier, sur le ring du Palais des Sports, vous avez vu qu'on échangeait quand même des baisers. Les 2 boxeurs se sont embrassés. Des baisers, les joueuses françaises de golf en échangeront peut-être ce soir, puisqu'elles sont actuellement en tête du championnat du monde de golf à Madrid, avec 2 points d'avance sur les Américaines qui ont repris 5 points dans la journée d'hier. Il faut peut-être voir la conséquence de la venue du président Nixon, qui est un grand amateur de golf, et qui était hier à Madrid. Voilà, Guy Claes. Merci Jacques Chapuis. Un peu de spectacle pour terminer ce journal. Le festival de Persépolis se tient actuellement en Iran. Un coup d'œil sur ce festival, un reportage d'Even de Tissot et Jacques Delarue. Des musiciens, des danseurs, des chanteurs, des comédiens venus des 4 coins du monde, tous les ans à Persépolis pendant une dizaine de jours. Du théâtre de Jean Genet à la musique de Ravi Shankar. De Peter Brook à Stockhausen, les plus grands artistes de l'art traditionnel et contemporain.
Sa Majesté impériale, la Shabanou d'Iran, monte ces mêmes marches qu'il y a 25 siècles, tous les ans également, c'était pour les fêtes de la nouvelle année, montaient notables et dignitaires venus des Indes et d'Égypte, d'Éthiopie et d'Arabie, de Libye et de toutes les provinces de l'empire des Achéménides. Ils apportaient en signe de fidélité des présents au grand roi Darius. Je suis Darius, le roi des rois, roi des terres innombrables, fils de Hystapès l'Achéménide. Par la grâce du dieu Ahura Mazda, j'ai fait construire cette citadelle. Je l'ai faite belle et puissante. « 50 kilomètres de cailloux, de montagnes, de désert, ou presque, un tout petit peu d'eau et tout de suite beaucoup de moutons. Quelques chameaux et Shiraz, où sont logés acteurs et spectateurs du festival. Une université avec une superbe piscine, une station de télévision, quelques magnifiques palais et bien sûr un extraordinaire bazar, dont la sonorisation naturelle ferait rêver plus d'un compositeur de musique électroacoustique ou concrète. Les solistes des chœurs de l'ORTF, Jean-Pierre Drouet, percussion, sous la direction de Marcel Courreau, sont en ce moment parmi les plus grands spécialistes dans le monde de la musique contemporaine. Ils sont en train de travailler une œuvre commandée par le festival de Shiraz-Persépolis au compositeur François Bernard Mach. Il est français, il a 35 ans, il est l'un des plus inventifs et l'un des plus originaux parmi les compositeurs de sa génération. Il est également agrégé de lettres. Pourquoi avez-vous donné ce titre de Danaé à votre œuvre? C'est la légende qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les folklores d'une princesse qui est enfermée dans une tour pour qu'elle n'ait pas d'enfant. Et les dieux se débrouillent pour qu'elle ait un enfant parce que les oracles le veulent ainsi. Alors cette princesse a été enfermée dans une tour de bronze et Zeus a réussi à entrer pour la féconder dans cette tour de bronze sous forme d'une pluie d'or. Alors je suis parti de cette image sonore, une tour de bronze au bord de la mer sur laquelle frappe une pluie d'or. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre rapport avec l'œuvre, c'est pas une œuvre à programme, c'est pas une œuvre pittoresque, c'est tout, il y a une image sonore au départ. J'ai là sur ma table un livre dont nous aurions aimé parler pendant ce journal. Il s'intitule « L'amour des autres ». Malheureusement, l'importance, l'ampleur de l'actualité ne nous a pas permis de recevoir aujourd'hui son auteur, M. Henri Bonnier, mais nous le ferons bien sûr la semaine prochaine. Télémidi est terminé. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous.